Lundi 23 janvier 2023, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche autour de l'ouvrage posthume de Patrick Williams, ethnologue des Tziganes et chercheur au CNRS, décédé en 2021. Tziganes ou ces inconnus qu'on appelle aussi gitans, bohémiens, roms, gypsies, manouches, rabouins, gens du voyage. Édition Presse universitaire de France. En présence de Jean-Luc Pouetteau, ethnologue et coéditeur du livre, et Jean-Pierre Cavaillé, responsable du séminaire de l'EHESS Identité Tzigane, tous deux membres du Centre d'anthropologie du laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire de Toulouse, ainsi que Dominique Blanc qui animait le débat. Bonne écoute. Bien, bonsoir et merci beaucoup d'avoir bravé le froid pour nous rejoindre dans cette salle dite de conférence d'Ombre Blanche, que nous remercions de nous accueillir pour présenter ce livre de Patrick Williams, qui malheureusement est un livre posthume, puisque Patrick Williams nous a quittés il y a un peu 2 ans, voilà, 2 ans pile, oui, puisqu'il est disparu en janvier 2021. Et quand il est disparu, il avait laissé, alors je vais laisser Jean-Luc Pouetteau le dire, 2 énormes manuscrits qui ont servi à confectionner, à publier ce bouquin dont nous allons parler ce soir. Alors on m'a dit qu'il fallait que moi aussi je dise qui j'étais. Bien sûr, je ne pense pas que tout le monde me connaît, mais je suis moins important que les intervenants. Donc je suis Dominique Blanc, je fus du Centre d'anthropologie de Toulouse, à la retraite depuis 7 ans maintenant. Et je ne suis pas du tout un spécialiste des Tziganes, mais j'étais anthropologue et maintenant je suis surtout traducteur littéraire. Et donc j'anime cette rencontre. Moi, en 2 mots, ma rencontre, alors je ne suis pas du tout spécialiste des Tziganes. Ma rencontre avec les Tziganes, c'est que j'ai passé mon enfance dans un quartier de Carcassonne où la moitié de mes voisins étaient gitans. Et à mon grand déshonneur, je dois dire que je les côtoyais, on s'entendait bien, mais je ne les connaissais pas, au sens où je ne comprenais pas, ou je ne cherchais pas à comprendre. Bon, j'étais enfant et adolescent, hein, comment ils vivaient, etc. Et j'ai commencé à comprendre comment ils vivaient et comment cette population fonctionnait, comment était sa vie et sa présence dans la société, de 2 façons. La première, ça a été en lisant et rencontrant Patrick Williams grâce à Jean-Luc Pouetteau, puisque la première fois qu'on s'est connus, c'était un colloque que tu avais organisé à Pau sur l'illettrisme en 98, c'était pas hier. Et il y avait à la fois le colloque et puis il y avait une grande soirée avec les Manouches, une grande soirée musicale formidable. On aura l'occasion de parler de ce qui s'y est passé musicalement, où il y avait Patrick Williams et il y avait des familles manouches qui ont animé la soirée, fait la cuisine, etc., etc. Un moment très privilégié, ça c'était. Et après j'ai lu les écrits de Patrick Williams et là j'ai découvert un monde, bien sûr, un monde que j'ignorais absolument. Et la deuxième façon, qui a été plus proche pour moi, c'est que j'ai suivi, quand j'étais au centre d'anthropologie, en tant que tuteur, pas en tant que directeur, en tant que tuteur, une fille qui s'appelait Johanna Rubio, qui s'appelle toujours, elle s'appelle toujours Johanna Rubio, qui était étudiante et qui était à la fois gitane et de la société globale, on va dire, moitié-moitié, comme elle disait, et qui a fait une thèse très intéressante sur les gitanes de Carcassonne. Et comme j'étais son accompagnateur, on se retrouvait toutes les semaines et elle me parlait de ce qu'elle faisait. Et là, j'ai découvert à travers elle, j'ai découvert un monde. Et les quelques années que nous avons passées à discuter ont été, je le dois dire, du point de vue de l'échange, les plus beaux moments que j'ai passés de discussion avec des étudiants sur l'ethnographie, parce que c'est à travers elle, mon ignorance et les questions que je lui posais sur ces gitans que j'avais côtoyés, que je ne connaissais pas, m'ont permis vraiment d'échanger, de découvrir un monde. Bon, je me tais, c'est pour me donner une petite légitimité pour être ici. Donc, nous recevons Jean-Luc Pouetteau,
qui est enseignant-chercheur à Pau, mais qui est aussi membre comme chercheur du Centre d'anthropologie à Toulouse, et Jean-Pierre Cavaillé, qui est enseignant-chercheur à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, et qui est membre du Centre d'anthropologie de Toulouse. Donc, je vais commencer par donner la parole à Jean-Luc pour qu'il nous présente Patrick Williams, qu'il a bien connu, et un peu son parcours, et ensuite nous parlerons de son œuvre. Bonsoir. Donc, ce livre est sorti, j'en dis juste 2 mots, et puis après je vais parler de Patrick. Ce livre est sorti il y a quelques mois, au PUF. C'était un livre qui avait été commandité bien avant par une maison d'édition nationale, qui avait voulu, qui avait souhaité faire une collection sous la direction de Marc Auger, une collection qui mettait en rapport la vie d'anthropologues avec leur terrain. Voilà. Et c'était adressé à 5 anthropologues, où elle avait passé un contrat de 2 ans. Et ces 5 anthropologues, il y avait donc Auger, il y avait Jean Jamin, il y avait Michel Lagier, il y avait Patrick Williams et je ne sais plus qui encore, ont donc réalisé ces livres. Et au bout de 2 ans, la maison leur a envoyé une lettre type disant qu'elle avait renoncé à cette idée. Et ils se sont retrouvés avec le livre sur les bras. Et Patrick Williams l'avait très très mal pris et a laissé son manuscrit. Enfin, j'étais un proche de Patrick et on était 3-4 à qui il avait envoyé le manuscrit sous forme de Word. Et puis, à sa mort, il se savait très faible, il savait qu'il allait partir. Et un mois avant, il avait fait imprimer à compte d'auteur, enfin chez un imprimeur, en demandant à son gendre de le faire. Et cet ouvrage qu'il avait fait distribuer à quelques chercheurs de ce monde-là. Et c'est là où ensuite on a créé une petite équipe pour trouver un éditeur. Et qui a été très vite, les PUF ont répondu présent, grâce notamment à Nicolas Adel, qui est chercheur ici à Toulouse. Ce livre est le dernier ouvrage donc, de Williams. C'était donc un livre, c'est pas des ramassis d'articles du tout, c'est un livre qui a été tout à fait pensé et repensé tout au long de sa carrière. Et si on peut parler de carrière chez Williams, puisque finalement sa vie et sa recherche ont toujours été intimement mêlées. C'est très difficile de distinguer l'un de l'autre. Il est né dans les années 40, il était parisien, et enfant, il venait chez sa grand-mère, chez ses grands-parents, à Gouzon, dans la Creuse. Et sa grand-mère tenait un café, un petit bar. Alors Gouzon, c'est pas grand, et la Creuse, c'est pas très peuplé. Et donc, mais c'est un endroit charmant. Cet endroit, il existe encore, mais plus à l'état de café. Et il y avait le grand-père qui était coiffeur. Voilà, c'était donc le lieu social de Gouzon. Et c'est là où venaient les manouches. Et dès l'enfance, et surtout dès l'adolescence, il s'est mis à sympathiser l'été avec des petits manouches de son âge, et qui souvent campaient sur la place en face. Et ensuite il fait des études à la Sorbonne, il fait des études de lettres. Arrive mai 68. Ah non, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est qu'en 63, ça va sembler très marginal, mais en 63, il va voir un concert de Ray Charles à l'Olympia. Il est enthousiasmé, il se prend de passion pour le jazz, voilà. Et c'est tout un autre aspect de lui, parce qu'on parle toujours de Patrick Williams, le grand anthropologue du jazz, mais c'est aussi l'inventeur de l'anthropologie du jazz, puisqu'il a dirigé un séminaire pendant 10 ans là-dessus. Donc, arrive 68, il participe aux manifestations étudiantes, et puis au bout d'un moment, la France est bloquée, tout, et il descend à Gouzon. Et là, il va vivre un épisode initiatique pendant quelques mois, puisqu'il va être avec les manouches, il va retrouver ses copains, il va vivre avec eux. Et ça va être une sorte de révélation, en quelque sorte.
il retourne faire ses études à Paris. Là, il est habité par l'idée du monde tzigane. En général, il ne distinguait pas trop. Hein. Et il va prendre des cours à l'INALCO, des cours de langue romanie et de Rom Calderache. Et en même temps, il a un copain étudiant qui l'amène rencontrer des Roms à Paris. Et là, c'est un éblouissement. Et c'est d'ailleurs un des chapitres de ce livre, absolument éblouissant. Donc, il prend des cours à l'INALCO. Il y a une répétitrice Rome, peu lettrée, mais qui faisait interlocuteur pour apprendre à parler romanesque. Et il tombe amoureux d'elle. Et pour pouvoir se marier avec elle, il faut qu'il fasse ses preuves. Et pendant plusieurs années, donc, il va travailler avec ses futurs beaux-frères à faire de la Chine dans le nord de Paris pour faire de l'étamage. La Chine, c'est-à-dire chercher des clients pour faire de l'étamage. Puis il se marie avec elle, Yulcha Maximov. Et puis ils vivaient donc dans des campings, dans des caravanes autour de Paris. Et à un moment, leur fille aînée, qui était petite, avait un problème de luxation de la hanche. Ils avaient besoin d'être dans Paris. Et donc là, il avait un copain ethnologue qui s'appelait Alban Bensas, parce qu'Alban est décédé il y a quelques mois. Non, il y a un an. Et ils se connaissaient grâce au rugby. Parce que Patrick était talonneur au PUC. Et Alban était grand et costaud, il était derrière, dans les avants. Et c'était des copains d'étudiants. Et ils se sont retrouvés, donc grâce au rugby, ils se sont retrouvés chez Alban en plein Paris. Alban faisait son terrain sur les Kanaks en Nouvelle-Calédonie et avait laissé sa maison. Et de là, il a découvert des bouquins d'anthropologie, Lévi-Strauss, tout ça. Et ça l'a converti. Et il a fait sa thèse sur le mariage des Roms Calderache à Paris, qui connaissait donc très bien, puisque depuis 10 ans, c'était un chef de famille Rom. Et puis de là, il a très vite obtenu un poste au CNRS, presque immédiatement, et rapidement, il est devenu directeur du laboratoire d'anthropologie urbaine à Paris. À partir de là, il a organisé un premier colloque, à mon avis, c'est le premier, à ma connaissance, au moins en France, sur les tziganes, à la fin des années 80. Et il sort un livre. Il avait déjà sorti sa thèse qui était publiée, qui est une thèse très, très universitaire, très classique. Mais curieusement, il sort un livre sur Django Reinhardt. Et là, c'est intéressant parce que c'est un livre d'anthropologie, dans le fond. Il avait une passion pour Django Reinhardt, mais le titre, ça s'appelle Django. On ouvre le livre, il y a un premier chapitre, Manouche, et en dessous, il y a un sous-chapitre, Tzigane. Voilà. C'est-à-dire qu'après avoir fait une anthropologie des Roms à partir d'un groupe, les Roms Calderache de Paris, il inverse la proposition et il part d'un individu. Il part d'un individu pour interroger, dans le fond, toutes les relations que pouvait avoir un individu. Il se trouve que c'est un génie musical qui était Django Reinhardt, mais toutes les relations qui se créaient en tant qu'individu français, manouche, musicien, etc. Et avec d'autres musiciens manouches, et puis d'autres musiciens qui n'étaient pas du tout manouches. Et donc, il retourne l'entonnoir, en quelque sorte. 2 ans après, il sort son ouvrage majeur que vous trouverez à l'entrée. Là, c'est Nous, on n'en parle pas. Les vivants et les morts chez les manouches, c'est son best-seller, en quelque sorte, si on peut appeler, si jamais des ethnologues font des best-sellers, mais qui est traduit en Bulgarie, il est traduit au Mexique, en espagnol, il est traduit aux États-Unis par l'Université de Chicago. Et c'est un ouvrage révolutionnaire dans l'anthropologie des tziganes, parce qu'il aborde à travers un groupe très précis qui sont les manouches de la Creuse, et à travers une entrée précise, c'est le rapport aux morts et le silence porté sur les morts. Autre chose, c'est que l'écriture est très peu académique.
Williams était un littéraire de formation. Il avait fait une maîtrise sur Blaise Cendrars. C'était vraiment un littéraire. Et il y a un style incroyable, quoi. C'est un plaisir à lire. Et pour beaucoup d'entre nous, ça a été l'ouvrage qui nous a révélé. Voilà. Ensuite, il publie des articles et il sort un petit livre je vous le signale parce que je n'avais pas l'intention d'en parler parce que je croyais qu'il était complètement épuisé. C'est un petit livre sur la musique des Roms de Hongrie. C'était une invitation par la Cité de la musique. Et il avait fait un terrain, donc on l'avait invité en Hongrie il avait séjourné un peu. Il a fait un petit bouquin et qui se trouve, je l'ai vu sur la table. Or, il n'existe plus depuis longtemps. Et Williams, je connaissais très bien Williams, il me disait, mais c'est un collector. Donc voilà, si vous voulez un collector, il y a 2 exemplaires, hein, il y a un disque, un CD dedans. Ensuite, il va publier de très nombreux articles. Il publie un livre, il co-dirige un livre sur les Roms en Europe qui va... Tziganes en Europe, ça s'appelle, qui a un recueil d'articles, en fin de compte, de différents auteurs. Il intervient dans beaucoup de colloques. C'est une sommité dans ce domaine-là. Et puis en 2010, il décide de ne plus intervenir sur le plan savant, scientifique. Je me souviens, j'avais co-organisé un gros colloque en 2010 à Paris. Et il m'a dit non, je ne veux plus parler. Et je peux intervenir que sous une forme autre. C'est-à-dire, il venait de sortir un livre tout à fait étonnant qui s'appelle Les 4 vies posthumes de Django Reinhardt. 3 fictions et une analyse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et dans lequel il imagine que Django aurait survécu à son attaque cérébrale. Et il y a 3 histoires, signées les 3 par des hétéronymes, hein, qui sont incroyables, magnifiquement écrites, et que je vous invite vraiment à lire, parce que lui qui était directeur d'anthropologie urbaine, qui n'avait jamais écrit d'ouvrage sur l'anthropologie urbaine, en fin de compte, ne fait que parler de la ville, principalement de Paris, des errances de Django survivant dans Paris, hein, avec des passages magnifiques. Et puis sur New York aussi. Et donc, il sort ce livre qui, sur le coup, je suis passé à côté. Je me suis dit, tiens, c'est une fantaisie de Patrick. Mais pas du tout. En le relisant après son décès, il y a 2 ans, je me suis dit, mais c'est un grand ouvrage d'anthropologie, mais écrit d'une manière complètement différente, quoi, à travers la fiction. Et il intervient donc dans les colloques. Moi, j'avais organisé 2 colloques. Il est intervenu 2 fois sous cette forme avec son ami Raymond Bonny, qui est un guitariste de jazz, de free jazz. Et il lisait des passages des 4 vies posthumes de Django. Ce qui était, là encore, pouvait passer pour une fantaisie, mais je pense que c'était très profondément ancré chez Williams. C'est que ce lien entre littérature et anthropologie est chez lui indéfectible. C'est très profondément ancré. Et puis sort cet ouvrage, donc, là il était à la retraite, il a cet échec de cette publication, hein. Il attend, et ce renoncement de la maison d'édition à publier cet ouvrage, et il attend, et puis c'est après sa mort, donc cet ouvrage sort, qui est le résultat un peu de tout ce trajet, hein, et dans lequel on retrouve dans une première partie justement des éléments biographiques, autobiographiques, et dans une deuxième partie quelque chose de beaucoup plus, théorique. Oui, merci. Merci beaucoup. On va parler de ce livre un peu plus de l'intérieur du livre, du contenu du livre. J'indique simplement que, comme tu l'as dit, c'est un livre en 2 parties, en fait. Je le dis pour les gens qui seraient un peu effrayés par le fait qu'il pourrait y avoir que de la théorie. Il y a aussi de la théorie dans la première partie, mais la première partie, c'est une
autobiographie. Alors c'est 300 pages, hein, c'est pas 30 pages. C'est 300 pages d'autobiographie personnelle et intellectuelle. Et une autobiographie qui reprend ce que vient de dire Jean-Luc, c'est-à-dire sa vie avec les Manouches, sa vie avec les Roms à Paris, les Manouches dans la Creuse, puis les Roms à Paris, puis son entrée dans la ziganologie, comme il dit de manière ironique. Il devient ziganologue, spécialiste des ziganes, mais il continue à expliquer comment il combine sa vie personnelle, puisqu'il est marié avec une Rome, ses fils vont devenir plus Roms que les Roms, etc. Et donc, il combine ça avec sa démarche et ses réflexions intellectuelles. Et puis la deuxième partie, il reprend des remarques. Alors la première, c'est, comme tu le dis, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais littéraire, poétique. Il y a souvent des envolées lyriques, je dirais, qu'on ne retrouvait pas dans ces livres précédents. Il s'est un peu lâché de ce point de vue-là et c'est magnifique. Et il y avait, à chaque étape, il se pose des questions qu'il va non pas résoudre dans la deuxième partie, mais qu'il va remettre sur la table et qu'il va discuter, alors qu'il va discuter de son point de vue. Et puis, ce livre contient aussi un panorama de toutes ces études semblables aux siennes sur les tziganes à partir d'une ethnographie particulière. Voilà, Jean-Luc a dit que nous, on n'en parle pas, comme pour beaucoup d'entre nous, ça a été une révélation. Et je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Cavaillé, qui s'intéresse depuis plus de 10 ans aux Manouches de la Creuse en particulier, mais qui a travaillé sur l'incroyance, sur tellement de choses avant et pendant. Oui, disons que j'étais plutôt historien et je suis devenu, il me semble, un peu anthropologue. Et justement, ça a beaucoup contribué à ma conversion, cette rencontre des Manouches de la Haute-Vienne, mais de la Creuse aussi d'ailleurs. C'est les mêmes familles. Et voilà, en 2 mots aussi, ça a un rapport immédiat avec Patrick Williams, en fait, et je vous raconte en 2 mots. Moi, je faisais du collectage d'occitan, d'occitan limousin. En Limousin, on faisait des petits films, on allait voir les locuteurs, les quelques, enfin, ils sont encore assez nombreux, mais en tout cas tous âgés locuteurs et d'occitan, donc dans le Nord Limousin, et on nous parlait souvent comme une figure un peu mythique du paille Lupaille Renard, Lupaille Renard. Et bon, et on nous expliquait que ce père Renard, c'est une figure exceptionnelle, vraiment exceptionnelle à tous, extrêmement héroïsée, quoi, en relation avec la Deuxième Guerre mondiale et le fait qu'il aurait sauvé des vies de notables limougeaux dans les camps de concentration en Allemagne. Bon, c'est une histoire étrange et à la fois qui m'a interpellé parce que je me suis dit, voilà, cette figure, parce qu'ils me disaient tous, attention, les autres, ils valent rien, hein, mais lui, là, le Paille Renard, c'était autre chose. Bon, d'accord. Alors, moi, j'ai voulu, c'était une démarche un peu d'historien, hein, j'ai eu l'idée, pourquoi pas essayer de faire la biographie de cet homme, et je suis allé voir ce qui ne valait rien, c'est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants, et je suis allé les voir pour les interroger sur leur père et essayer déjà de commencer, et je ris, peut-être vous avez déjà compris pourquoi, parce que voilà un inconnu qui arrive sur une place et qui se met à parler librement, comme je le faisais avec mes paysans du coin, d'un défunt. Et alors qu'ils ne me connaissaient pas, et que voilà. Et là, ça se passe très mal, ça se passe, mais vraiment mal. Bon, j'ai pas été malmené, du moins physiquement, mais en parole, oui, voilà. On m'a demandé de dégager, qu'on ne parlait pas des défunts comme ça.
Et une chose qui m'a marqué immédiatement, c'est que on me disait chez nous, les défunts, et là il disait un mot et c'était secret ou c'était sacré, mais c'était les deux en même temps. Ce mot c'était secret sacré, voilà. Et bon, mais alors on m'a jeté quoi, mais je suis têtu, obstiné, et je suis revenu les voir par la suite. Et surtout, j'ai cherché un peu sur Internet parce que je n'avais jamais rien lu sur le monde tzigane jusque-là. Et l'un des premiers ouvrages que j'ai trouvé, évidemment, c'était Nous, on n'en parle pas, de Patrick Williams. Et je l'ai lu, je n'ai fait mon miel et je l'ai appliqué avec ceux qui sont ensuite devenus, au fil des années, qui sont devenus des amis et peut-être même, comment dire, amis, c'est-à-dire être ami, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, fréquenter ces mondes, c'est intégrer des familles et intégrer des familles, voilà. Et donc devenir de plus en plus familier au fil du temps et finir par être considéré comme un membre un peu spécial. Un graggio, certes, mais qui fait un petit peu partie de la famille du moment qu'il est là si souvent et qu'il assiste aux veillées funèbres, etc. Bon, voilà. Et donc ça, c'était il y a une dizaine d'années, et depuis 10 ans, je fais ce qu'on appelle du terrain de manière assidue, mais en fait, c'est en voisin, je fréquente des familles. Et parmi ces familles, ce que je savais, mais qui a été confirmé par la lecture du dernier ouvrage de Patrick Williams, c'est que beaucoup ont des liens très proches. En fait, certains sont les enfants et les petits-enfants des manouches de la Creuse dont nous parle Williams dans ses deux ouvrages. Voilà. Particulier nommé Kahlo, dont je connais de très près les enfants et les petits-enfants. Et donc, une des choses que je suis amené à faire, c'est à lire du Patrick Williams dans les caravanes et parler donc des parents, des grands-parents, tels que Patrick Williams en parle lui-même, non sans émotion, je dois dire, et non sans surprise de leur part bien souvent, car je suis à mesure de leur apporter des informations sur leurs oncles, sur leurs grands-parents qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Voilà pour ce qui est de ma rencontre avec eux. Donc là, on parle de Manouche, on parle de Rome, on parle de Tzigane, et puis on voit ce titre bizarre de l'ouvrage, j'allais dire du roman, où ces inconnus qu'on appelle aussi gitans, bohémiens, Rome, gypsy, Manouche, rabouins, gens du voyage. Et donc là, il y a une question essentielle, on a vu la diversité de ces dénominations, et puis la diversité des communautés, avec des noms différents, des destins différents, et c'est toute la question qui occupe Patrick Williams dans ce livre, la question de la diversité. Est-ce qu'il y a une totalité de tziganes et qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce que ça ne veut rien dire? Oui, je vais préciser quelque chose, c'est que le titre original proposé par Patrick, c'était « Certains personnages inconnus qu'on appelle tziganes » et tout ce qui s'ensuit. Et non, le titre, c'était Tzigane, certains personnages inconnus qu'on appelle donc gitans, bohémiens, roms, gypsies, manouches, rabouins, gens du voyage, il y en avait encore quelques-uns, et Tzigane. C'est-à-dire que le titre a été changé par la maison d'édition, ce qui est normal, parce que ça n'aurait pas du tout marché l'autre. Un titre à rallonge comme ça, c'était pas possible, il leur fallait quelque chose qui claque un peu.
Et on s'est entendu, bon, on a négocié. Mais c'est important parce que c'est ce que vient de dire Dominique, c'est que l'interrogation de ce livre, c'est sans cesse sur est-ce que ça fait totalité, est-ce qu'il y a un sens dans le concept des tziganes, hein, ou est-ce qu'il n'y a une éternelle diversité, hein, ou une diversité plus qu'une multiplicité. Et la première partie, qui est autobiographique, est drôle à ce niveau-là, parce qu'il rencontre donc, d'une part, sa rencontre éblouissante avec les Roms, mais aussi, il y a tout un chapitre. Moi, je suis anthropologue des Manouches, et j'avoue que j'ai retrouvé tellement de choses, hein. Même si ça se déroule dans les années 60-70, ce qu'il raconte, mais toute une série dans la Creuse avec les petits manouches avec les roulottes un peu pourries, cachées derrière les haies, etc. La discrétion des manouches face à l'éclatement, le chatoiement des Roms de Paris avec les femmes qui ont des robes magnifiques, etc. Et on voit, il nous montre très clairement que ces gens n'ont pas grand-chose à voir. Entre les Manouches et les Roms Calderas, ça n'a pas grand-chose à voir, vraiment très peu, hein. Simplement, il se trouve que lui, Patrick Williams, de fait de sa vie, a fait du terrain sur deux entités. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Roms en Roumanie, il y a de multiples groupes, il y a les Gitans en Espagne, il y a de multiples groupes de Gitans en Espagne, tout ça. Mais rien qu'en partant de ce regard, il ne cesse de s'interroger. Quand on relit les ouvrages antérieurs de Williams, il se posait déjà la question dès le départ, est-ce que cette entité de tzigane a du sens ou pas? Est-ce qu'il s'agit juste d'une addition d'anthropologie, de travail de terrain très différent, hein, les Roms qu'il peut y avoir au Brésil ou à New York ou des Gitans d'Andalousie ou de Madrid, etc. Les Manouches de Pau ou les Manouches de la Creuse, c'est pas les mêmes, non plus. Et puis, ou alors, est-ce que cet ensemble a du sens? Alors, pour les historiens, cet ensemble a du sens. Et il le développe très bien dans la deuxième partie. Pour les historiens, ça a du sens parce que les actions politiques sont toujours parties de l'idée d'un ensemble qui sont les tziganes, hein. Que ce soit sous Louis XIV, c'était les bohémiens. Alors, non, je viens de dire une bêtise. D'un ensemble qui sont les tziganes, non. Le terme est jamais le même. Et il est historicisé. Le terme tzigane n'est utilisé en France qu'à partir du XXe siècle, hein, sous l'influence allemande. Jusque-là, on disait bohémien, romanichel ou autre. Est-ce que ce sont les mêmes personnes que les bohémiens dont parle Louis XIV, par exemple, dans son décret contre les bohèmes? Est-ce que c'est les mêmes ou non? On ne sait pas, dans le fond, hein. Et il s'interroge sans cesse dessus, sur ce rapport entre histoire et anthropologie. Et ça, c'est une question essentielle, puisque ce lien entre histoire et anthropologie ne cesse d'agiter les anthropologues et un peu les historiens depuis des années. C'est vrai qu'il était assez masqué avec Lévi-Strauss ou autre. Et là, il revient dessus et justement, il renvoie à une histoire de groupe particulier. Il dit oui, ça a du sens si on fait l'histoire de tel groupe, des Manouches du Limousin, par exemple, de telle famille, etc. Là, ça a du sens. Mais l'idée de la construction d'un ensemble, les tziganes, elle tient difficilement car les dits tziganes, les Roms de Paris, les Manouches de la Creuse ou les Gitans dans l'Andalousie, tout ça, ne se disent pas tziganes. Personne ne se dit tzigane. Moi, je suis gitan et encore, quand on dit moi je suis gitan ou moi je suis manouche, c'est même pas rentrer dans une catégorie qui est la catégorie manouche, c'est parler de sa famille et de l'ensemble des gens qu'on considère comme étant proches. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont former le grand peuple manouche du tout. Et il interroge le concept de peuple.
Et donc, c'est à partir de cet objet d'étude, tzigane ou multiplicité, diversité, hein, il s'interroge finalement sur une un vrai problème scientifique. Est-ce qu'on s'enferme dans une classification, une taxonomie de type Linné, hein, avec un ensemble des tziganes et puis des sous-groupes, les Roms, les Gitans, les Manouches, qui eux-mêmes forment des sous-groupes ou autres, ou est-ce qu'on le pense complètement différent du fait même de la diversité de ces différents groupes et puis de ce qu'ils disent eux-mêmes, hein. Et il a de très belles images, celle de la constellation. Et il évoque la constellation. Il dit finalement, on regarde le ciel étoilé et on peut construire des constellations, c'est-à-dire on fait des ensembles, mais si on regarde de manière un peu différente, on va faire un autre ensemble. Voilà. Oui, il faut dire, je te passe la parole, historiquement, les historiens ont aussi essayé de faire l'unité par l'origine indienne, et par l'origine linguistique. Ça a été un moment une façon d'unifier les tziganes, entre guillemets, ou les roms, suivant les moments, par leur origine. Mais en fait, ce qu'apporte l'ethnographie précise de chaque population, c'est que ça montre comment elle se situe par le monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est les autres groupes qui sont différents d'eux, mais semblables par quelques côtés, et que dont les autres, c'est-à-dire les gadgets, leur envoient une unité, ou la répression leur envoie une unité. Et c'est fait par chaque groupe, par rapport aux autres groupes, et par rapport à la société globale. Et c'est des prises de position permanentes, c'est-à-dire on reconnaît ou on reconnaît pas comme quelqu'un d'autre, comme étant rom, comme étant manouche, etc. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que Jean-Luc disait, je vais citer un petit passage qui est formidable, à savoir, voilà, vous allez... les récits, je vous lis, hein, les récits de rencontres entre des humains et des extraterrestres font la fortune des romans de science-fiction. J'ai personnellement assisté à une rencontre entre martiens et terriens. Et ce n'était pas de la science-fiction. L'événement eut lieu le 9 mars 1978 dans mon jardin à Bondy. À vrai dire, je ne saurais trancher. Lesquels étaient martiens, lesquels étaient terriens. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils se sont réciproquement regardés comme des extraterrestres. Alors, il s'agissait de la rencontre dans son jardin de Manouche de la Creuse, qui était monté le voir pour lui amener des hérissons à boulotter sur la pelouse. Et terriens ou martiens. Les autres, c'était donc la famille de sa femme, donc les Roms Calderages de Paris. Hein, voilà. Et donc pasteur pentecôtiste, qui plus est. Mais bon, je ne sais pas s'ils étaient convertis déjà, les Creusois, non. Oui, il était. Voilà. Donc, ça donne un peu une idée aussi du style, hein, de Patrick Williams, qui est souvent très drôle, qui est souvent aussi lyrique, et qui a à la fois une puissance d'analyse qui est vraiment qui est confondante. Bon. Alors, la question de la totalité, bon, c'est... Ouais, pardon, vas-y. Je complète cet exemple, puisque j'avais noté pour autre chose, mais cet exemple-là, donc cette rencontre incroyable pour il est dans son jardin, ils font griller des hérissons avec la fumée, tout ça, et avec les manouches, et puis il y a les pasteurs roms qui sont très habillés en costume, avec le stylo toujours dans la poche, et qui eux vont dans le salon. Le salon, il y a des tapis. Alors, ce sont des Roms Calderages de Paris, ce sont des Roms d'origine russe. Et chez Williams, il y avait toujours un samovar. Hein, c'était sa femme qui tenait tout ça. Et donc, eux, ils sont invités, les Roms sont invités à boire le thé. Pendant ce temps-là, les manouches étaient en train de picoler au vin dans le jardin. Et à un moment, Williams fait venir ses amis manouches pour les présenter à son beau-frère, etc., à Rome.
Et il écrit, donc il se rencontre dans le salon, hein, dit, l'effarement se lut alors sur le visage de mes chasseurs, qui se lut alors sur le visage de mes chasseurs les dispensa de toute réponse. Après quelques banalités en français du genre « Alors, vous êtes venu de loin ?» ou « Et vous avez de la famille par ici ?» L'entretien ne se prolongeant pas, Garçonnet, Nousrit, Chavot, c'est-à-dire les manouches, et moi reprîmes le cours de nos rustiques agapes comme on saute dans un train qui vient juste de démarrer. Au passage, Garçonnet ne put s'empêcher de me questionner. Oh, is dort kai piensle. C'est quoi qu'il buvait? Parce qu'il buvait du thé. Et alors, ça continue, et puis il raconte le lendemain, ses beaux-frères roms qui disent, mais ces gens-là avec qui tu étais dans le jardin, on a eu peur quand on les a vus, ils sentaient la fumée, ils avaient des couteaux à la main, même les femmes, on a cru qu'ils allaient nous égorger. Oui, bon, tout cela avec humour. Bon, voilà. Mais alors, voilà, la question du coup, vous voyez combien la question de la totalité, elle est pertinente dès lors qu'on se place du point de vue des membres des groupes, des multiples groupes qui sont censés constituer donc le monde tzigane. Alors, ce qu'on peut constater quand même, il me semble, c'est que il y a des efforts toujours de la part des acteurs pour se représenter ce que pourrait être quelque chose comme une totalité, comment qu'elle soit nommée. Souvent, moi, mais c'est pas les miens, bien entendu, mais les manouches que je fréquente, ils disent, bon, voilà, ils disent manouche d'abord, au lieu de dire tzigane, en se disant, voilà, bon, des manouches, après tout, il doit y en avoir partout, il y en a dans le monde entier, sans doute. Partout, il y a des gadgets, il y a des manouches, sous diverses appellations, etc. Mais si on pousse la conversation, en effet, le plus souvent, par exemple, je vais leur dire, alors, donc, pour vous, les Roms, c'est en quelque sorte des manouches. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, les Roms, non. Les Gitans, peut-être, mais les Roms, non. Mais les Hongrois, c'est-à-dire des Roms installés en France depuis la fin du XIXe siècle, eux, peut-être, on pourrait les appeler, en effet, les considérer comme des manouches. Donc la question de la totalité, elle se pose aussi pour eux de plus en plus sans doute parce que ils sont confrontés à ces représentations d'une totalité tzigane, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, si je puis dire, à travers en particulier l'église pentecôtiste Vie et Lumière, qui se présente comme elle-même comme pan-tzigane, de fait, et qui envoie des missions dans tous les pays où sont censés, je dis censés, vous allez comprendre, vivre des tziganes, parce que l'un de leurs pays favoris de chasse, c'est l'Inde. En tant que cette Église a fait, disons, a assimilé, si on peut dire, à sa façon, hein, le récit de l'origine indienne. Et donc, il faut convertir les tziganes d'Inde. Voilà. Et là, il y aurait tout un travail à faire qui n'a toujours pas été fait, à ma connaissance, sur la manière dont ils sélectionnent en Inde les populations à convertir en priorité au pentecôtisme du fait qu'ils seraient qu'ils seraient des tziganes, enfin, ou les ancêtres des tziganes, enfin des tziganes.
Et voilà. Et pour la question de l'origine, c'est aussi... Alors, Patrick Williams dit très souvent combien l'obsession, la question obsessionnelle de l'origine des Tziganes, c'est une affaire de gadgets. Les gadgets sont obsédés, donc les non-tziganes sont obsédés depuis les premières rencontres en Europe de l'Ouest, donc au début du XVe siècle, par d'où viennent-ils. Enfin, la question de l'origine, en effet, au sens d'où viennent ces gens, Et alors qu'elle serait tout à fait secondaire, cette question, pour les intéressés eux-mêmes, qui sont ce qu'ils sont, partout où ils sont, et qui ne se posent guère à la question de leurs origines. Dit là aussi, ils l'ont intégré, cette question, et souvent elle est posée. Elle est posée, et la manière dont ils essaient d'y répondre et n'est pas du tout celle que l'on pourrait attendre, et celle que l'on entend justement dans les livres des gadgets. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, le récit de l'origine supposée indienne étant devenue plus ou moins incontournable, il s'agit de se l'approprier en s'inventant ou en se donnant une origine plus lointaine qui passe par la Terre Sainte. Donc là aussi, la conversion massive au pentecôtisme est déterminante, et donc tout un récit qui se constitue autour de la judéité, des Tziganes, c'est-à-dire que moi, sur les places, je rencontre de plus en plus de manouches, de voyageurs et de gitans qui se déclarent juifs, qui disent on est des juifs. Alors, ils retraitent la mythologie des tribus perdues, etc. Ils font le voyage en Israël pour se rendre sur les lieux chrétiens, mais ils se sentent très proches du peuple juif et se réinventent une origine qui partirait donc de la Terre Sainte et de leur présence qui serait attestée par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et en particulier, ce passage de Luc, c'est le père qui invite les riches au mariage de son fils et qui, ne trouvant, les riches dédaignent son invitation, et il demande à ses serviteurs d'aller par les chemins et derrière les haies, forcez-les d'entrer, qu'ils viennent à la fête. Et voilà. Tous les pasteurs pentecôtistes retraitent cette histoire au premier degré, la plupart du temps, comme attestant de la présence des Tziganes, des Manouches, des Tziganes, en Terre Sainte à l'époque du Christ. Ça, c'est assez formidable comme appropriation de la question de l'origine. Oui, Patrick Williams dit c'est l'histoire qui fait les peuples et non l'origine. Voilà. Or, en effet, il y a un retournement, d'une part, avec les militants pan-romani, il y a des associations comme ça, et avec le pentecôtisme tzigane, sachant que le pentecôtisme tzigane, comme les pèlerinages tziganes, comme celui de Lourdes, par exemple, sont apparus après-guerre, et que cette assimilation au peuple juif s'est faite aussi pendant la guerre, parce qu'en France, ils étaient dans les mêmes camps. À Montreuil-Bellay, à Poitiers, ils étaient dans les mêmes camps, séparés par juste des barbelés. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir d'un côté les prêtres, tel le père Fleury, qui vont s'occuper
de ces nouvelles brebis égarées hein, qu'ils ignoraient un peu. Hein, et c'est de là que vont naître des pèlerinages comme le pèlerinage de Lourdes, par exemple, qui a été fait à l'origine avec les manouches de Pau, justement, et le père Fleury. Et puis de l'autre côté, en parallèle, va naître le pentecôtisme tzigane, qui a été initié par un pasteur français, breton, voilà, et qui s'est répandu, en effet, dans tout le monde entier, avec cette même idée de peuple rejeté. C'est l'histoire qui les fait. C'est l'histoire qui a construit ces appropriations dont tu parles, en effet, avec cette idée, l'instituteur m'a dit qu'on venait d'Inde, donc on vient d'Inde, quoi, c'est un peu ça. Et puis le pasteur, il dit, non, on vient de Palestine, donc on vient de Palestine, mais dans le fond, il s'en fiche, quoi. Enfin, pour ma part, ceux que je connais, ils s'en fichent un peu. Hein. C'est, de toute façon, sur le plan, enfin, pour revenir au livre de Williams, il revient sur toute cette question d'origine, hein, tous les discours qu'il peut y avoir sur l'origine, comment cette idée de l'origine indienne s'est construite, hein, avec les philologues allemands de la fin du XVIIIe siècle, qui travaillaient sur la langue allemande et se rendent compte qu'il y avait des termes d'origine indienne dans la langue allemande, et de là, ils disent, ah, mais nos Zigeuner, ils ont aussi des termes d'origine indienne, donc c'est un peuple cousin en quelque sorte. Ça a amené à l'extermination des Tziganes hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il s'agissait d'un peuple cousin mais dégénéré. Hein, ce dont ne parle pas Patrick, mais ça a amené aussi au fait que Mengele, à Auschwitz, à Birkenau, il y avait le camp pour les Tziganes, le Zigeunerlager, et il allait choisir ses cobayes parmi les jeunes Tziganes parce qu'ils étaient finalement physiologiquement beaucoup plus proches des Germains, des Allemands, que les Sémites. Voilà. Donc avec ces fantasmes de l'origine et certains types de catégorisation franches, tranchées comme ça, on a pu arriver à de telles horreurs, quoi. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre, c'est véritablement ce dont tu as parlé, ce dont tu as parlé aussi, c'est le fait qu'il fait rééclater complètement les systèmes de catégorisation dont on a hérité depuis les Lumières, hein, d'un système comme tel, puisque en prenant en compte les systèmes de catégorisation des Tziganes, eux-mêmes, ou des Tziganes, comment dire, des Manouches, des Roms ceci, des Gitans cela, on aperçoit que ça ne fonctionne pas du tout pareil. Ce n'est pas des systèmes de catégorisation, ce sont des systèmes de désignation qui sont très souples, qui permettent de passer d'une catégorie à l'autre, et entre autres de la catégorie tzigane à la catégorie gadget, dans le fond, puisqu'il s'agit uniquement de mariage. Oui, justement, ce qui est. Alors, s'il n'y a pas cette totalité, ou si on doit s'interroger sur cette totalité, ce qui fait leur unité, d'une certaine manière, c'est les rapports entre eux et les rapports avec les sociétés extérieures. Parce qu'on ne peut pas imaginer un peuple, tzigane ou rome, etc., fermé sur lui-même. Il existe parce qu'il réactive en permanence un type de relation avec l'extérieur. Et il insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, si on peut dire qu'il y a quelque chose qui est commun à toutes ces communautés, à tous ces peuples, c'est une création perpétuelle, un rapport avec les autres, pour persister, pour continuer à exister. Et c'est pour ça que ça peut varier, on peut changer de catégorie, parce que ce que l'on produit en permanence, c'est une nouvelle manière d'être en fonction du rapport à la société globale et du rapport avec les autres. Et on voit ça dans tous les domaines à la fois de la vie quotidienne, avec cet ancrage qui est quand même les relations de parenté et les liens que l'on crée à travers ça. Oui, alors je vais citer parce que on voudrait vous donner aussi envie de lire et de le lire, ce livre, de l'acheter. Voilà, la réponse que je donne toujours lorsque cette question m'est posée, à savoir pourquoi étudier les Tziganes, est celle-ci. Pour mieux connaître les hommes,
Le but n'est pas de devenir savant en tzigane, mais de connaître et faire connaître une définition singulière de la vie en société. Ces hommes et ces femmes que nous appelons gitans, tziganes, romanichels, nous les croisons tous les jours dans les rues de nos villes et de nos villages. Pourtant, depuis des siècles, 6, 7, dit-on, nous ne les regardons pas comme nos semblables. Comment cela se fait-il? Possède-t-il un gène de la non-conformité? Réitère-t-il, sans avoir l'air de s'en préoccuper, de génération en génération, le refus de l'alignement? Ou bien cette dissidence est-elle une illusion? Ce serait nous, notre regard, qui, de génération en génération, aussi inventerions l'exception bohémienne. Quelle que soit l'option vers laquelle on penche, la question est celle de leur persistance. Comment font-ils pour durer alors qu'ils sont dispersés et enfouis au sein de nos sociétés? L'ethnographie, c'est-à-dire le partage et l'observation de leurs gestes quotidiens, peut aider à répondre. Et cette ethnographie seule. Et une partie conséquente de l'ouvrage, et du coup ça en fait un ouvrage qui peut être, alors c'est un gros livre, hein, mais c'est la meilleure des introductions possibles aux études de tzigane. Parce que justement, il prend soin de faire un état de l'art, un état des lieux tout à fait conséquent. Et il s'arrête successivement sur tous les travaux qu'il a pu lire et qui ont pratiqué l'ethnographie à la façon dont il a pratiqué lui-même, c'est-à-dire une ethnographie localisée, une ethnographie qui pratique disons, qui essaie de tout dire ou de dire le plus de choses possible sur un groupe déterminé, hein, et ceci partout où cela a pu être fait, c'est-à-dire partout en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une série de portraits, dit-il, une série de portraits. Et à la fois cette métaphore le conduit à s'approprier de la notion d'air de famille, hein, de Wittgenstein, bon, qui elle-même a ses limites. Voilà, c'est-à-dire il essaie de penser ce paradoxe donc de la singularité et d'une totalité au moins possible, à travers une série de métaphores et de concepts, jusqu'à parvenir, je ne sais pas si tu te sentirais le courage d'en dire plus sur, puisqu'il termine par cette proposition d'appropriation du concept de sémiose illimitée de Peirce pour tenter de décrire la relation entre Tzigane et Gadget. C'est vraiment un cadeau empoisonné que je lui fais là. Oui, c'est pas sympa. Non, c'est le dernier chapitre du livre. Il parle de tzigane perséen, donc il fait allusion à Peirce, le philosophe américain de la fin du 19e siècle, qui était l'inventeur de la sémiotique. Mais lui-même ne l'a pas lu directement, il a l'honnêteté de le dire. Il a lu Umberto Eco, c'était un grand lecteur d'Umberto Eco, Patrick. Et donc, il s'appuie sur ce que Umberto Eco dit de Peirce. Et c'est l'idée qu'en gros, c'est avec le vocabulaire de Peirce, celui de l'encyclopédie, c'est-à-dire que tziganes et non-tziganes vivent dans la même encyclopédie. Et c'est juste une manière d'aborder l'encyclopédie, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs, des relations, enfin le monde dans lequel on vit. C'est juste une manière de regarder ce même monde, hein, qui peut différer. Voilà. Alors je rigole parce qu'avec Martin Oliveira, quand on a co-dirigé l'édition de ce livre, on se renvoyait toujours la question des tziganes perséens, parce qu'en effet, c'est le passage, il faut le relire plusieurs fois, quoi, ce chapitre, pour se l'approprier. Voilà. Mais le reste
il n'y avait pas question de concepts aussi complexes par la suite. Oui, alors, merci. On peut peut-être passer aux questions venues de la salle. Est-ce que vous n'avez pas parlé de la question des gens de voyage, cette notion de voyage et de mobilité? Est-ce que ça aide à construire une identité? Est-ce que ça pose problème? Ça pose problème. Il y a 7% parmi l'ensemble des dits tziganes en Europe, 7% qui sont considérés comme vivant en caravane. Tous les autres sont sédentaires. Et c'est, par contre, cette idée du nomadisme a sans cesse alimenté les imaginaires, notamment pendant la guerre. À la suite d'ailleurs de la décision française qui avait mis dès 1912 la loi sur les nomades, hein, c'est-à-dire qui catégorisait en gros une population qui était majoritairement manouche, c'était surtout des manouches, il y avait des gitans itinérants aussi, autour de la loi sur le nomadisme, qui a été la loi qui a permis qui les obligeait à avoir un carnet anthropométrique qui devait montrer chaque fois qu'ils sortaient ou rentraient d'un village dès l'âge de 6 ans et qui a été finalement un coup d'essai pour imposer la carte d'identité en France. C'est Pétain qui l'a fait. Voilà. Et beaucoup de pays en Europe se sont inspirés de la loi, hein, de cette loi. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en Tchécoslovaquie, dès 1939, ils ont créé le camp de Lety, qui est dans le sud de la Bohème, pour interner les nomades, qui en fin de compte étaient des Sintos, des Manouches, hein, de cette région. Et ils y ont mis les Roms de Moravie, c'est un peu à droite quand on regarde la carte, hein, qui ne sont pas du tout nomades. Hein. Tous les habitants en gros de l'ancien empire austro-hongrois n'étaient pas nomades, suite à des décisions d'ailleurs de l'impératrice, je ne sais plus comment elle s'appelait. Ils ont mis tout ça ensemble. Et pour ensuite, ils sont partis tous dans les fours à Auschwitz, quoi. C'est la même chose. Michael Stewart a fait la même observation concernant des Roms du Burgenland. C'est à la partie est de l'Autriche actuelle, qui avant était hongroise. Les Roms qui sont installés dans des villages, qui sont des ouvriers agricoles. Hein. Et dès 1939, un dignitaire local nazi, enfin qui avait rien de digne d'ailleurs, les a dénoncés comme étant des nomades et les opposait aux bons paysans allemands, hein, qui étaient sur sa terre, etc., et qu'eux étaient des nomades, ce qui n'était absolument pas le cas. Et ceux-là ont été envoyés, les hommes ont été envoyés à Buchenwald, les femmes à Ravensbrück, et comme il restait les vieux et les enfants, on les a envoyés à Lodz, dans le ghetto de Lodz, le premier ghetto qu'il y avait en Pologne, hein, qui a eu lieu en Pologne, ravagé par le typhus, hein, dès 1940. Et c'est à Hemlo, juste au-dessus de Lodz, qu'il y a eu le premier camp d'extermination où tous ces enfants et vieillards de Burgenland, de Rome de Burgenland, ont été exterminés. Donc tout ça avec l'idée du nomadisme, c'est-à-dire qu'il prend toujours le dessus sur une réalité. L'extermination des Roms en Ukraine par la Wehrmacht, hein, et puis les Einsatzgruppen, s'est faite aussi officiellement contre les nomades, sauf qu'ils n'étaient pas nomades. Donc c'est très dangereux cette idée du nomadisme. En effet, il y a d'ailleurs la loi française est beaucoup plus claire là-dessus. La loi du 5 juillet 2000 parle de gens du voyage et ils les définissent par des gens dont l'habitat principal est un habitat mobile. Ils ne parlent pas de nomadisme, ils parlent de caravane, ce qui est tout à fait différent. Et les manouches que je connais sur Pau depuis 30 ans, ils voyagent très peu. Ils voyagent
pour aller voir, de moins en moins pour des questions économiques, parce qu'avant, ils faisaient les saisons, etc. Mais tout ça, ça s'industrialise, et ce mécanisme, ils ne peuvent plus le faire, comme les vendanges, par exemple. Mais ils le font pour aller visiter quelqu'un à Toulouse qui est à l'hôpital ou autre chose. Mais principalement, ça a une autre fonction. C'est un mode d'habitat qui permet autre chose, qui permet une souplesse dans le concept de la famille. Mais donc, c'est pas du nomadisme. Or, l'idée de nomadisme renvoie à l'idée d'errant dangereux. Hein, ça fait partie des imaginaires occidentaux, toujours l'errant de passage, le vagabond, etc. Et donc, il y a quelque chose, en effet, de très pernicieux quoi, avec cette idée-là. Oui, je suis entièrement d'accord. Ceci dit, il se revendique comme voyageur. Ça, c'est très important. Donc, gens du voyage, tu l'as pas dit, c'est une catégorie administrative, purement administrative, particulièrement, qui en elle-même nie le statut de citoyenneté au sens où il est nécessairement individuel, puisque gens du voyage, vous ne pouvez pas le mettre au singulier. Vous ne pouvez pas dire je suis un gens du voyage. Donc, cette catégorie déjà... Bon. Ceci dit, les intéressés ils se sont appropriés cette catégorie en la transformant en celle de voyageurs. Et ils se revendiquent en effet, même ceux qui vivent en maison, comme ils disent, depuis plusieurs générations, ils continuent à se revendiquer et à se reconnaître en tant que voyageurs. Donc dans la culture de ces groupes, l'idée de voyage reste de fait une chose importante, enfin plus déterminante, oui, enfin, dans les représentations tout au moins. C'est-à-dire la possibilité ou un passé ou une possibilité toujours ouverte au moins à l'itinérance, disons. Et effectivement, en France où ces populations ont longtemps bougé, de manière le plus souvent d'ailleurs très locale, mais on peut observer des groupes qui plus ou moins étaient devenus entièrement et uniquement sédentaires, qui ont repris des formes d'itinérance locale, parce qu'ils en ont eu les moyens économiques et la possibilité aussi à travers justement les missions estivales de Vie et Lumière, pentecôtistes. Et voilà, être sur le voyage, même si c'est 2 mois de l'année à la belle saison, si ça ressemble finalement, ça ressemble et à la fois pas du tout aux vacances des gadgets, eh bien c'est vraiment fondamental pour son propre sentiment identitaire. Oui, chez les Manouches. Mais pas chez les Gitans, pas chez les Roms. Les Gitans de Jerez de la Frontera, ils sont installés dans ces quartiers, c'est le quartier San Miguel et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, depuis des siècles. Les Gitans espagnols sont... Il y a peut-être eu... Moi, je vivais en Espagne quand j'étais enfant. Je me souviens une fois avoir vu une caravane, une roulotte, hein, mais c'est la seule que j'ai vue. Hein. Parmi les Gitans, ils étaient installés, je vivais à Saragosse, ils étaient dans les quartiers. Les Roms en Roumanie, ils sont pas du tout nomades. Ils sont sédentaires dans des villages qui sont toujours à côté du village des gadgets, quoi, hein, comme ça. Tous les Roms qui viennent ici en France et qu'on va voir dans un bidonville, quelquefois dans une vieille caravane, leur objectif, c'est pas du tout de vivre en caravane, c'est d'être en maison ou en appartement comme ils étaient avant. C'est simplement un problème d'immigration. C'est pas du tout un problème de nomadisme. Par contre, ce que dit Jean-Pierre, c'est tout à fait vrai concernant les Manouches, et particulièrement les Manouches en France, puisque c'est probablement en France qu'il y a le plus de gens qui vivent en caravane, dont des Manouches, et puis aussi un groupe qu'on appelle les Yéniches, voilà, qu'on trouve beaucoup chez les forains, tout ça.
Mais les Roms et Gitans sont très peu en caravane. J'ai vu en Roumanie, j'ai vu une famille passer, mais c'est très très minoritaire, avec une caravane comme vous savez chez Lucky Luke, avec l'étoile comme ça. C'est les chariots. Ça c'est en effet il y avait des groupes roms en Roumanie. C'est 10% de la population les Roms en Roumanie. Hein, c'est beaucoup. Et tout ça éclaté en de multiples groupes familiaux très différents les uns des autres. Bonsoir, merci pour tout ça. J'y connais rien du tout. Juste, est-ce qu'on peut quand même isoler des traits, je sais pas, à la fois anthropologiques et culturels, unificateurs ou pas? Par exemple, le rapport aux morts, que vous avez évoqué très rapidement et qui est tellement spécifique apparemment. Mais aussi, je sais pas, dans les rapports de parenté, par exemple, est-ce qu'il y a des systèmes spécifiques? Est-ce qu'ils sont communs? Voilà, bon, je sais pas. Des traits unificateurs. Oui, oui, je pense. Mais c'est un peu ma marotte. À moi, c'est le rapport à l'écrit. Il y a, en général, alors moi je précise, je travaille à les Manouches depuis 30 ans. C'est mon sujet d'étude et je refuse le terme d'être tsiganologue parce que je suis pas spécialiste. Moi, j'ai pas fait de terrain en Roumanie. Je suis allé en Roumanie. J'ai pas fait de terrain en Hongrie. Je suis allé en Hongrie. J'ai vu des Roms. J'ai été avec eux, tout ça. Mais j'ai pas une expérience d'anthropologue avec eux. J'ai pas vécu avec eux. Donc je reste modeste. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Oui, le rapport à l'écrit. Alors, le rapport à l'écrit, par contre, en interrogeant mes amis anthropologues spécialistes de ces différents groupes, je pense à Michael Stewart avec les Roms de Hongrie, Martin Oliveira avec les Roms de Roumanie. En Espagne, c'est moindre, parce qu'il y a depuis quand même la mort de Franco, il y a une intégration plus forte, mais il y a une distance très forte quand même par rapport à l'usage de l'écrit. C'est quelque chose de partagé à peu près. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas lire et écrire, mais ça veut dire qu'on va trouver très peu d'écrivains roms. C'est essentiellement dans les pays de l'ancien, enfin qui étaient communistes avant, où il y a eu une insertion forcée, une intégration forcée. En France, il y en a très peu. Hein. Il y a Joseph Steinbach, qui est, c'est pas Joseph, oui, Joseph Steinbach, qui est, hein, voilà, qui dicte, il dicte à son ami, une amie gadget, qui lui écrit. Il y a Coucou Doer, dont je connais bien les travaux, parce que sa famille est sur Pau, qui avait sorti un livre qui était un recueil de bouts de papier qu'il avait noté tout au long de sa vie. C'était un personnage étrange, Coucou, hein, qui peignait aussi. Il y a très peu de peintres. Hein. Voilà. Alors là, il y a quelque chose d'assez commun. Le deuxième chose, c'est le rapport à l'histoire, donc aux morts. Il est différent, il est variable en effet. Chez les Manouches, on n'en parle pas, en fin de compte, ils ne font qu'en parler, entre eux, dans l'intimité. Mais au bout de la 3e ou 4e génération, on n'en parle plus. C'est-à-dire, on est dans ce que François Hartog appelle un régime d'historicité, hein, qui est propre, hein, qui s'étend sur quelques générations, et qui permet sans cesse de se renouveler. On n'est pas prisonnier d'un héritage. Par contre, chez les Gitans, moi, je ne connais pas bien les Gitans, mais j'aime beaucoup le flamenco. Et il y a par exemple El Agoreta. Manuel El Agoreta, c'était un chanteur de cante hondo, de chant profond de Jerez de la Frontera. Et bien, il y avait son père qui s'appelait, dont c'était aussi le surnom El Agoreta. Puis il y a son frère et le père a décédé. Ça n'empêche qu'on peut très bien prononcer le nom du père ou du grand-père. Mais je suis intervenu à Budapest 2 années à la suite sur des cours d'été pour des doctorants qui travaillent sur l'anthropologie des Roms.
Il y avait là pas mal de... Il y avait 10% d'étudiants qui étaient roms, des roms de pays de l'Est, hein, principalement de Roumanie et de Hongrie. Aucun n'était historien. Il y avait sociologues, il y avait des anthropologues, mais il n'y avait pas d'historiens. Et une autre fois à Budapest, dans un séminaire, j'ai rencontré une Rome historienne, une jeune fille qui faisait des étudiantes, qui était étudiante, mais elle travaillait absolument pas sur les Roms, elle travaillait sur le massacre des Juifs à Prague par les croisés. Voilà. Donc, et ça l'intéressait pas du tout de travailler sur les Roms. Voilà. Donc, il y a ce rapport à l'histoire qu'il faut en effet analyser. Et c'est assez compliqué, parce que ma petite marotte de rapport à l'écrit, je suis un des seuls à m'être posé ces questions. Et j'avoue que je me sens un peu seul en tant qu'anthropologue à m'intéresser à ça. Il y a Paola Trevisan en Italie qui s'y est intéressée. Un autre trait, ce sont des sociétés égalitaires, sans chef. Alors il peut y avoir, vis-à-vis de l'extérieur, on va vous dire oui, c'est lui qui va parler, etc. Mais c'est quelqu'un qui va s'adresser à autrui. On est un peu comme ce que Pierre Clastre avait vu avec les Indiens en Amazonie. Il y a en fin de compte quelqu'un qui va se détacher pour régler un problème avec l'extérieur. Il se détache, on le laisse faire. S'il résout le problème, super. Et on s'empresse de le décagner ensuite. Enfin, les manouches à peau, ils se moquent de la personne en disant « Monsieur le Président », et voilà, tout de suite pour qu'il soit ramené au stade, même avec les pasteurs, ça fonctionne. Parce que les pasteurs sont puissants quand ils font les conventions pendant l'été, mais le reste de l'année, ils sont les mêmes que les autres. Il y a donc quelque chose de très égalitaire. Et encore un autre trait, il n'y a pas d'accumulation de richesses. Ce sont des sociétés qui ne s'inscrivent pas dans une logique capitaliste. Il n'y a pas d'accumulation de richesses et il n'y a pas de transmission de biens. À ma connaissance, ça n'existe pas dans l'ensemble des Tziganes, chez l'ensemble des Tziganes. À ma connaissance, mais là, ça demande à être vérifié, ça existe peut-être quand même en Espagne ou autre, mais disons quelqu'un qui va créer une entreprise et qui va léguer son entreprise à ses enfants, etc. Concernant les manouches, par exemple, ils vont être auto-entrepreneurs et c'est tout. Et on ne crée pas une entreprise. Et en ce qui se concerne la transmission des biens, là, c'est chez les manouches. Si quelqu'un vient à mourir, une vieille personne, l'argent va servir à l'enterrement. Et s'il reste de l'argent, ainsi que les bijoux, tout ça, on le met dans le cercueil. Et les enfants ne vont garder que, Patrick Williams en parle très bien, nous on n'en parle pas, qu'un objet moulot, c'est-à-dire un objet du mort, privé, intime, secret. Mais il n'y a donc pas de transmission de biens matériels et donc d'accumulation de richesses. On ne peut pas avoir une grande famille comme ça. S'il y a des familles importantes, c'est pour tout à fait d'autres raisons, des questions de comportement. Donc ça, on a quand même des traits, mais c'est de mon point de vue. Patrick a une analyse un peu différente, n'aborde pas ça sous cet angle-là. Voilà. Oui, lui, il est extrêmement prudent, même au-delà. Mais ce qui est troublant, c'est que c'est ça, je cherche la page, je n'ai pas réussi à la trouver. Je sais pas si il y a une page où il prend des micro-traits, en fait, culturels, qu'il retrouve. Alors c'est l'établier à carreaux des femmes, le fait de se battre à main nue, des micro-traits, ça fait micro, en fait, non, dans une vie quotidienne, c'est des choses qui peuvent être très importantes. En tout cas, c'est très étonnant, très déstabilisant. Je n'ai pas retrouvé le passage, j'aurais aimé vous le lire. Mais évidemment, moi pour ma part, je souscris. Et, alors, ce que nous a appris Patrick Williams, peut-être avant tout, c'est que ce qui fait l'identité, c'est des Tziganes en l'occurrence, mais sans doute, c'est aussi et d'abord tout ce qui ne se dit pas, ne se voit pas,
ne s'entend pas et qui est impliqué à tout moment dans les relations. Voilà, et c'est évidemment, c'est partie de ces réflexions sur la place centrale des défunts dont on n'est pas censé parler chez les manouches. Mais voilà, il nous invite à considérer les cultures tziganes tout particulièrement comme des cultures. Alors, seulement, lui, il ne risque, c'est ça, il ne risque jamais la généralisation de ce qu'il a pu observer chez les manouches ou chez les Roms. D'ailleurs, là, j'aurais presque une question pour mon voisin. En fait, il fait très peu au-delà des différences énormes et absolument évidentes au premier coup d'œil, il se lance jamais véritablement dans un travail de comparaison, donc comparatiste, entre les deux groupes qu'il a pourtant fréquentés toute sa vie, à savoir donc les manouches et les Roms de Paris. Là aussi, c'est une chose qui m'étonne à moi. Hein. Si tu veux en parler un petit peu. Il dit, pour les points finalement qu'on peut avoir de commun, c'est l'idée du détachement. Hein, il revient plusieurs fois sur cette idée, et en même temps il dit, mais finalement ils ne sont pas les seuls à être dans cette logique de détachement par rapport à la société ambiante. Et il dit bien, c'est pas de l'opposition, c'est beaucoup plus. Et au début, il cite d'ailleurs Henriette Asseo, qui disait, l'historienne Henriette Asseo, qui parlait de peuple résistance. Et on est dans cette logique, oui. Donc il y a cette idée de détachement, il y a l'idée de l'appropriation de la culture environnante, et ça on la trouve en musique. On la trouve, alors en musique bien sûr, il y a Django, il s'est appuyé, il n'a pas inventé le jazz manouche, hein. Django il s'est appuyé sur la valse musette et sur le jazz de Duke Ellington, et il a monté un quintet à cordes, ce qui était innovant. Et après, c'est dans les années 70 qu'on a inventé le terme jazz manouche, hein, c'était du jazz français. Les Roms en Hongrie, le violon tzigane, voilà, c'est des airs communs qui jouent et qui vont arranger. Les lautari, ce sont les musiciens roms de Roumanie. Il en parle d'ailleurs, Patrick. Ils jouent pour les paysans, tout ça, mais ils jouent des complaintes roumaines, avec des histoires de grands bandits, etc. Ça fonctionne beaucoup. C'est toujours à la manière d'eux. Pour ma part, il y a 30 ans maintenant, j'avais dirigé avec des jeunes manouches un travail un ouvrage de cuisine tzigane. Alors c'est un collector absolu maintenant, hein, il n'existe plus. Et en fin de compte, dedans, il y avait la choucroute à la manouche, il y avait le chili con carne à la manouche, il y avait je sais plus quoi. Enfin, tout était comme ça. C'est toujours une manière de traiter, de donner un style. Concernant le flamenco, le chant flamenco, on sait très bien qu'il y a l'école du chant payo en Andalousie, et puis le chant à la manière des gitans. Le flamenco, c'est pas spécifiquement gitan. Ils amènent quelque chose, notamment dans ces travaux je pense à Catarina Pasqualino, l'idée d'une voix rock. Voilà, rancia, ce que les manouches détestent. Il faut une voix ronde. Voilà, et Luis Mariano, qui était très apprécié. Voilà. Mais donc, c'est toujours l'idée, on s'approprie ce qu'il y a localement. Voilà. Et on y donne un petit tour. Ça, il le développe bien. Le détachement, l'appropriation, l'idée d'être dans un entre-deux, souvent, à la frontière des choses. Et justement, toi, tu as fait un gros travail là-dessus, et il te cite. Hein. Et puis, on parlait de la fameuse soirée avec les manouches. C'est qu'on s'attend à entendre de la musique tzigane, etc. Et les manouches de Pau, par exemple,
ils chantaient des chansons et des musiques qui reprenaient un peu toute leur histoire, des chansons espagnoles prises quand ils avaient été obligés de s'exiler en Espagne pour échapper aux Allemands, puis ensuite des chansons à la mode, du yaourt, c'est-à-dire des Beatles avec des paroles qui ressemblent à de l'anglais, et tout ça, tu l'as bien montré, je crois que c'est disponible en ligne. Ça c'est dans la revue Gradiva. Voilà. Ça s'appelle Loin de Django, la musique des Manouches de Pau. Et le jazz manouche, ils ignorent complètement. Ils ne connaissent pas. Ça, c'est une affaire de gadget, quoi. Ce qui n'empêche qu'il y a beaucoup de manouches, notamment en Alsace, qui se sont appropriés de jazz manouche. Mais c'est autre chose. Et voilà, c'est toujours à la manière d'eux. Et en fin de compte, c'est pas léger quand les Manouches de Pau vont chanter La Mama d'Aznavour. D'abord, c'est une chanson qui résonne pour eux, mais c'est aussi parce que l'un d'entre eux avait fait carrière comme chanteur dans les années 70. Ramuncho Doer avait enregistré des disques chez Philips, où il faisait des reprises comme on faisait autrefois à cette époque, où on allait reprendre la chanson d'un autre, et qu'il avait enregistré La Mama, et qu'il avait enregistré Quanto Calienta el Sol. Et donc, les cousins, les frères, chacun a sa chanson de Ramuncho. Et alors, on ne comprend pas. On va se dire, encore, Aznavour, c'est noble, mais il y a des trucs beaucoup moins nobles qui sont capables de chanter. Et du Gérard Lenormand ou autre. Et c'est manouche. Ça va être manouche, parce que ça a du sens pour eux. Ça a un sens particulier qu'on ne peut pas comprendre de l'extérieur. Oui, Tino Rossi, qui m'est souvent présenté comme chanteur manouche par les manouches. Ils savent très bien qu'il ne l'est pas, mais... Est-ce qu'il a la voix qu'il faut? Parce qu'il chante comme ça. Donc, Tino Rossi était manouche. C'est une bonne nouvelle. J'ai retrouvé le passage, je vous le lis parce qu'il est trop beau. Et ça fait tout à fait écho à ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire cette culture de l'emprunt. Oui, j'ai le temps ou... Ouais. Voilà. Il s'agit d'emprunt aux cultures rencontrées, côtoyées, choix, sélection, décontextualisation, recontextualisation, emprunt partiel, emprunt total, faire du manouche, du voyageur, du calderache avec du gadjo. La provenance originelle ne compte plus, pas de privilège pour les traits indiens. Mais avant, il faut que le roumain, le français, le brésilien, l'indien soient devenus du gadjo. Dégadjéisation, romanisation, c'est la même chose. Modification évidemment, mais parfois non. Le seul changement de contexte suffit, le même geste pour un autre mode de vie. Quelques exemples des plus prosaïques. Ces exemples sont pris dans un échantillon varié de groupes familiaux et ils renvoient, habitude sociale oblige, plutôt à la sphère masculine. Faire cuire de la viande sur les braises. Garder vivante la mémoire de chansons de variété totalement démodées. Soigner sa moustache. Chevaucher avec la plus grande aisance dans le maquis des relations de parenté, savoir se battre à main nue, parler avec les chevaux et les chiens, réussir à faire redémarrer une voiture en panne, manger pimenté, et mieux encore, posséder un grand bocal où sont conservés dans le vinaigre blanc, piments, champignons et aromates. À propos du pentecôtisme, j'écrivais, donc il se cite lui-même, se faire différent avec cela même qui appartient à ceux dont on se rend différent. Et il conclut le paragraphe par un mot qui est toute une phrase, avec point d'exclamation, voleur. Bien, peut-être on va arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. En vous remerciant pour votre attention et en remerciant Jean-Luc et Jean-Pierre pour leur intervention et d'avoir ranimé tout ce que nous a apporté Patrick Williams qu'on vous invite à lire. Je vous signale que nous, on n'en parle pas, c'est en ligne aussi, parce que c'est des livres qui ont été publiés avec de l'argent public, la MSH, donc 20 ans après, ils le mettent à disposition. Donc vous tapez Patrick Williams et vous allez trouver, nous on n'en parle pas, ouvrage fondamental et initiateur pour nous tous, anthropologues, et puis aussi l'ouvrage qu'ils ont dirigé par Stewart et lui, Rome d'Europe, qui reprend une série d'articles de la revue Terrain, qui est publié en volume en papier, mais qui se trouve en ligne aussi. Et vous pouvez les lire gratos et profitez-en. Merci.
Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre autour du livre posthume de Patrick Williams, Tzigane ou ces inconnus qu'on appelle gitans, bohémiens, roms, gypsies, manouches, rabouins, gens du voyage, paru aux presses universitaires de France, présenté par les membres du Centre d'anthropologie du laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société Territoire de Toulouse, Jean-Luc Ouetto, Jean-Pierre Cavaillé et Dominique Blanc. Enregistré à la librairie Ombre Blanche le 23 janvier 2023 et réalisé et mis en onde par Radio Radio.